Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue. Nous avons aujourd'hui une table ronde avec un sujet passionnant et malheureusement un intervenant en moins. Pierre-Henri Tavoileau ne sera pas avec nous, il a une extinction de voix. Alors voilà, nous avons une table ronde sur la générosité extrêmement féminine. Je dis ça comme ça. Voilà. Non, on le regrette évidemment tout de même, c'était une voix importante, mais bon. Alors, nous avons donc 1h30 à passer ensemble avec un format un petit peu interactif. Pendant 1 heure, je vais avoir le plaisir de poser des questions à nos intervenantes ainsi que des étudiants panélistes qui ont préparé des questions, travaillé sur le sujet. Et puis ensuite, pendant une demi-heure, ce sera l'occasion d'échanger ensemble avec vos questions. Voilà. Alors, avec nous ce matin, donc le thème, c'est la générosité peut-elle se transmettre? Donc, un vaste sujet, donc autant sur le thème de la générosité que sur celui de la transmission. Avec Frédérique Bedos, donc tout à droite. Voilà, Frédérique, vous êtes donc la fondatrice du projet Imagine, et puis vous êtes journaliste aussi. Alors, le projet Imagine, c'est une ONG d'information
dont le but est d'inspirer pour agir. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Vous produisez des films qui répondent tous à une même ligne éditoriale qui est celui du journalisme d'espérance. On va voir ce que c'est, avec notamment des portraits de personnes que vous appelez des héros humbles à travers le monde. Et ces films créent des déclics, puisque l'enjeu, c'est qu'il y ait un mouvement, c'est ce que vous avez finalement réussi à enclencher, un mouvement d'acteurs qui agissent, inspirés pour donner envie d'agir. Vous avez, alors le projet Imagine, depuis avril, c'est une information nouvelle, le projet Imagine est reconnu par l'ONU. Donc vous avez des représentants à Genève, à New York, à Vienne, et puis vous êtes en train de travailler à l'ouverture d'une antenne à Londres. Voilà. Bravo, oui, je pense. Je vais continuer comme ça. Du coup, Patricia Ricard, à ma droite, vous êtes la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, qui fête ses 50 ans cette année. L'année dernière. Alors, voilà, on va... oui. On va rester sur les 50 ans, absolument. Vous êtes la petite fille, en fait, de Paul Ricard, qui a fondé cet institut. Et l'institut a pour mission recoupe, en fait, des missions de recherche scientifique, de diffusion d'informations auprès du grand nombre, d'éveil des consciences, finalement, sur les enjeux de la mer et des océans, notamment. Et du climat. Absolument. Vous arrivez, justement, vous rentrez de la COP23, et vous pourrez nous en dire peut-être un petit mot tout à l'heure. Dominique Lemaitre, donc à ma gauche, vous êtes directrice du mécénat à la Fondation de France. Alors vous êtes à la Fondation de France depuis plus d'un quart de siècle, ce qui veut dire que vous connaissez la générosité des Français par cœur, puisque vous êtes à l'avant-garde depuis un certain nombre d'années. Vous connaissez les habitudes philanthropiques et de solidarité des Français. Vous accompagnez plus de 800 fonds individuels, 30 programmes, vous êtes vraiment une experte du mécénat en France et à l'international. Vous rentrez du Canada, vous rentrez d'Allemagne. Et la Fondation de France, en 2 chiffres, c'est 174 millions d'euros pour 9000 projets, 400 000 donateurs et 500 bénévoles. Donc il y a tout de même une forme de générosité aussi derrière, évidemment. Alors, pour lancer le débat, je comptais sur notre philosophe pour vraiment donner le cadre et la définition de la générosité, parce que finalement, lorsqu'on regarde un petit peu, qu'on essaie de creuser, il y a assez peu d'informations sur le terme de la générosité. Qu'est-ce qui est dit ? Il est dit que la générosité, c'est une qualité de quelqu'un, de son action, qui se montre bienveillant, clément, indulgent. C'est la magnanimité, la grandeur d'âme. Mais ça peut aussi être une disposition à donner sa libéralité, la qualité du don, le geste ainsi fait. Et puis d'autres, suivant les courants philosophiques, y voient une vertu qui relève de l'éthique, de la morale individuelle et qui ne serait pas transmissible, mais simplement communicable par l'exemple. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va en débattre du coup avec nos intervenantes et je vais laisser le soin à nos étudiants de poser la première des questions et présentez-vous en même temps lorsque vous posez votre question. Donc bonjour à toutes. Pardon ? Alors je suis Christine, bien sûr. Pardon, je suis absolument. Donc moi je suis Christine Quentin et je suis à la fois journaliste et acteur sur un projet social en Inde autour du domaine de l'eau. Voilà, je fais 2 choses différentes. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Brieux Jaunet, je suis étudiant en Master 1 à l'ESCP. Donc la première question s'adressait surtout à Frédéric Bedos. Est-ce qu'on peut dire que le mouvement du projet Imagine s'inscrit dans le journalisme positif ? C'est bien, on est tout de suite dans le vif du débat. Merci Brieux. Alors effectivement, quand Christine a dit quelques mots pour présenter l'ONG d'information que j'ai fondée en 2010, on a bien précisé que ma ligne éditoriale consiste à faire du journalisme, mais avec espérance, en pensant que ça fait vraiment la différence. Et du coup, effectivement, on pourrait logiquement se dire que je suis dans la mouvance d'un journalisme positif. Pour autant, je ne me reconnais pas vraiment dans cette façon de qualifier le journalisme, parce que l'idée, c'est surtout pas de faire le journal des bonnes nouvelles, d'essayer d'édulcorer les sujets et de vouloir absolument regarder que ce qui va bien. C'est tout le contraire, en fait, c'est-à-dire avoir conscience
qu'il y a beaucoup de problématiques qui nous entourent, il y a des enjeux, il y a même des urgences. Et donc l'idée, c'est de regarder les problèmes bien en face, creuser les sujets, essayer justement d'éviter les caricatures, qui fait que très souvent on a une vision très binaire, tout est noir ou tout est blanc, alors que bon, évidemment le monde est bien plus complexe et ça demande une subtilité. Et plus on est subtil dans sa façon de décrypter les sujets, plus ça nous rend humbles. Et ça, c'est pas mal, d'avoir un peu d'humilité face aux enjeux qui nous entourent, parce que c'est ce qui va nous empêcher de vouloir forcément tout de suite prendre les armes, faire la révolution. En tout cas, avoir des réactions qui sont certainement pas ajustées. Et donc, ça veut dire donc effectivement creuser les sujets, et tout en gardant toujours un regard résolument tourné vers le futur de façon très constructive, en se disant que si on a réussi à faire un diagnostic le plus fin possible de la situation, eh bien ça va nous permettre de mieux se poser la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble pour remédier à cette situation. Plus le diagnostic est fin, plus on trouvera les solutions. Donc, du coup, c'est en cela que je trouve que dire que ce serait du journalisme positif serait réducteur. Et puis après, il y a aussi une mouvance qui est autour du journalisme de solution. Il y a aussi beaucoup de choses comme ça qui émergent et c'est très très intéressant. Il est vrai que moi, entre guillemets, c'est pas tellement ça le sujet pour moi. C'est-à-dire, avec le projet Imagine, la mécanique consiste à faire des films qui vont avoir un effet miroir très fort sur le spectateur et qui donc va permettre aux gens non seulement d'être nourris dans leurs neurones, dans leur cerveau, avec des faits, etc., des chiffres, tout ça, mais aussi ça doit venir toucher les cœurs et les tripes. Parce que c'est ça qui fait qu'on va avoir envie de se lever de son fauteuil pour agir. Du journalisme qui donne envie d'agir, de s'engager, ça c'est du journalisme utile. Là, ça vaut vraiment la peine. Parce que savoir tout sur tout, est-ce que c'est vraiment très utile? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, on sait tout sur tout. Donc l'idée, c'est d'interpeller dans notre humanité. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je fais le portrait d'hommes et de femmes, notamment ces fameux héros humbles du monde entier, et je ne m'attache pas tant à décrypter dans tous les sens les solutions qu'ils ont mis en place. Parce que les solutions, c'est de la mécanique, c'est de la technicité. Et j'estime évidemment qu'on est capable de mettre en place des techniques. Faut-il qu'on le veuille et qu'on ait vraiment la prise de conscience que c'est nécessaire de s'engager. Peut-être que, Frédéric, vous pouvez donner peut-être un exemple ou deux de films ou de héros pour qu'on comprenne et qu'on incarne. Alors, effectivement, donc je fais le portrait de héros humbles du monde entier. Ça veut dire des héros de l'ombre, des personnes dont les médias parlent rarement, alors qu'ils font des choses exceptionnelles au service d'un monde meilleur. Ce sont des hommes et des femmes qui sont dans le dépassement de soi, mais pas pour soi. Toujours pour le bien commun, pour le bien de ceux qui les entourent. Alors, un exemple, je viens de terminer mon deuxième long métrage, un film qui dresse le portrait d'un homme extraordinaire, un peu moins anonyme, un peu moins dans l'ombre, parce que maintenant on le connaît, c'est quand même une star de la solidarité. Mais là, c'est vraiment dans un devoir de transmission que j'ai fait ce film, parce qu'il a 89 ans aujourd'hui, c'est Jean Vanier, qu'on a pu voir justement dans le clip. Donc Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, dont la cause est le handicap mental et dont il parle en disant à quel point ça reste un tabou, à quel point ce sont les humiliés du monde, ceux qu'on met dans les placards et que l'on cache. Donc là, il y a un enjeu, là encore une fois, de vivre ensemble, de regard de ce qui fait de nous des êtres humains et de ce qui fait notre différence et du coup cette richesse. Mais au-delà de ça, c'est là encore une manière de voir qui est absolument universelle. Il y a un message universel sous-jacent qui consiste à nous faire prendre conscience que nous avons à vivre en grande famille humaine, quoi. Donc il y a ce type de personnage grandiose à la philosophie juste immense. Et puis il y a des héros comme par exemple Jean-Guy Hinkel qui a fondé les Jardins de Cocagne. Et là, du coup, on est très souvent sur des héros qui ont mis en place des solutions qui sont de l'ordre d'un cercle vertueux. Là, dans les Jardins de Cocagne, il y a l'idée d'un côté de combattre la malbouffe, de combattre tout ce qui dégrade la terre, donc faire de l'agriculture bio, mais en même temps faire de la réinsertion vis-à-vis de personnes qui sont complètement éloignées, qui sont même peut-être parfois marginalisées de la société, donc des gens qui sortent de prison, des gens qui sont dans des chômages de longue durée, des gens vraiment défavorisés, affaiblis, et qui vont apprendre donc ce métier de l'agriculture et du coup retrouver une dignité en faisant en plus quelque chose qui fait du bien à la
la nature et en donnant donc ces fameux fruits et légumes de grande qualité. Et puis il a mis en place donc le fameux panier, le panier bio, qui fait qu'on choisit pas et que le consommateur devient un consommateur. Donc vous voyez un peu le cercle vertueux qui fait que par n'importe quel bout où on prend, on est juste bluffé parce que tout est bon. Les premiers paniers bio, d'ailleurs, c'est lui. Hein. Les tout premiers paniers bio, en effet, viennent du jardin de Cocagne. Ça fait plus de 25 ans. Absolument. Alors, une autre question des étudiants. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Je m'appelle Victoria, je suis étudiante ici, à Paris 4, en littérature, en Master 1. Et ma question va s'adresser à Dominique Lemaître. Bonjour. Je voulais donc parler de la générosité et surtout de savoir si on pouvait développer cette qualité, mais au sein de l'école, parce que souvent, j'ai vraiment l'impression qu'on ne met pas forcément cela en valeur ou ce n'est pas quelque chose qu'on apprend directement aux élèves. Alors, en effet, je pense que la générosité, elle se transmet à des tas d'endroits, mais notamment à l'école, puisque vous me posez la question. C'est une idée qu'on a eue, nous les fondations, qu'il fallait sans doute s'adresser le plus tôt possible aux enfants pour essayer de leur inculquer cette valeur. Moi, je voudrais dire, j'ai une énorme chance. C'est vrai que ça fait plus de 25 ans que je travaille à la Fondation de France. Et c'est un endroit fondamentalement positif, où on voit le monde d'une manière extrêmement positive, puisque on est à l'articulation entre des gens qui donnent d'un côté, donc qui expriment leur générosité, et puis des besoins de la société de l'autre, dans tous les domaines, avec des projets magnifiques comme celui que vient de décrire Frédéric, c'est-à-dire des gens qui essayent de plus en plus de faire des projets holistiques, complets, en se préoccupant de tous les aspects de leur travail. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, les fondations Edmond de Rothschild, d'abord, et puis nous les avons rejoints ensuite. Nous avons implanté ce qu'on appelle une école de la philanthropie. Donc on ne peut pas être plus dans l'école. Alors c'est une école qui se fait à l'école et aussi dans le domaine périscolaire, qui s'adresse à des enfants de CE1, CE2, avant qu'ils deviennent des adolescents un peu autocentrés, on va dire. L'idée, c'est de les sensibiliser au fait qu'au-delà de leur famille, au-delà de leurs copains, ils peuvent s'intéresser à des gens qu'ils ne connaissent pas. Et que s'intéresser à des gens qu'on ne connaît pas ou à des problèmes qui ne sont pas au pied de sa porte, eh bien, ça fait du bien à tout le monde, à soi-même, évidemment aux gens à qui on s'intéresse et à la société tout entière. Donc c'est une sorte d'école de la citoyenneté qui se réinvente. Alors ça se passe de la manière suivante, brièvement. C'est sur plusieurs mois, ça se déroule sur plusieurs mois. Au début, on sensibilise les enfants dans leur classe ou dans le centre de loisirs où ils sont à ce qu'est la philanthropie. Alors, on a exprès choisi ce mot philanthropie, qui est un mot savant, mais qui n'est pas connoté pour les enfants. C'est-à-dire, c'est un objet de curiosité. Donc, on va pouvoir essayer de travailler sur cette curiosité. Et puis, donc, il y a des témoins qui viennent leur expliquer ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils conçoivent la générosité, etc. Ça se passe dans la classe. Et puis ensuite, les enfants sont incités, enfin, plus qu'incités, font un projet avec une association du coin. Donc, il y a un panel d'associations, on leur propose, on leur explique qui il y a dans les parages avec qui ils pourraient aller travailler. Et ils font un projet concret, donc collecte, aider les gens à aller voir des personnes âgées dans leurs établissements, etc. Donc, c'est un projet qui a quelques années, qu'on est en train de développer, on souhaite l'essaimer dans toute la France. Pour le moment, il se déroule essentiellement en région parisienne, Paris et sa couronne. Vous travaillez avec les pouvoirs publics aussi? Alors, oui, tout à fait. On a récemment rencontré le ministère de l'enseignement qui est assez enthousiaste pour nous donner son parrainage, parce que je pense que l'éducation nationale se rend compte que son rôle, d'abord que c'est là que les enfants sont le plus longtemps, et puis que cette question de se projeter sur l'extérieur, en fait, traverse tous les enseignements. Et d'ailleurs, dans l'école de la philanthropie, on essaie de ne pas en rajouter, on essaie de prendre aussi des matières qui sont enseignées pour essayer d'appliquer ça à d'autres aspects qui leur sont enseignés. Très bien. Et vous avez aussi toutes les deux des actions envers les écoles. Patricia Ricard, du coup, comment est-ce que l'Institut océanographique agit avec le monde éducatif?
Alors juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste remercier la Cité de la Réussite, parce que je trouve que ce que vous faites pendant ce week-end, c'est très très généreux de partager les savoirs et les enthousiasmes comme ça. Donc je propose juste qu'on applaudisse la Cité de la Réussite. Voilà, c'était un petit préambule. Alors, l'Institut scénographique, en fait, reçoit 5000 enfants par an. Alors, peut-être pas depuis la création, ça serait peut-être un petit peu... mais on va dire, depuis 45 ans, l'Institut scénographique reçoit très régulièrement des enfants, à peu près 5000, ça dépend des plans Vigipirate, enfin, on va dire entre 3500 et 5000, que ce soit des enfants des centres aérés, des enfants qui viennent accompagnés de leurs professeurs. Et aujourd'hui, on travaille même avec des universitaires. Donc, les enfants sont très larges, là. La notion d'enseignement est très large. Hier, je ne sais pas ceux qui ont eu la chance d'assister à la conférence d'Idriss Aberkan et de... Comment s'appelle-t-il, et de Cyrulnik, de Boris Cyrulnik. Il parlait de l'importance de l'altérité pour apprendre. Et c'est vrai que si vous réfléchissez bien, il y a très peu d'endroits aujourd'hui où les enfants peuvent avoir un accès direct à un chercheur, à un biologiste, à un professeur. Voilà. Et cette passion que le professeur, le chercheur, le scientifique va pouvoir communiquer à l'enfant, je pense, est essentiel pour éveiller la passion. Et d'ailleurs, c'était pour rendre hommage un petit peu à tous ces professeurs, tous ces chercheurs qui avaient vraiment fait don, parce que c'est une générosité aussi de partager son savoir. On avait appelé la journée anniversaire de l'Institut était sur le thème des bâtisseurs de conscience. Donc je pense qu'il y a quand même c'est très important d'avoir ce lien humain. L'informatique, c'est formidable, mais c'est formidable quand il y a un ordinateur, un professeur ou un accompagnant et un élève et un enfant. Il faut garder cette émotion transmissible par le regard, par le sourire. Voilà. Donc ça, c'était très important. Et je crois également c'est une façon aussi sur des sujets aussi innovants et nouveaux, en tout cas, que l'océanographie, qui est une science très récente, ça permet aussi d'apprendre aux professeurs. C'est-à-dire qu'une des parties amusantes de l'Institut, c'est d'avoir des séances de formation en amont avec le corps enseignant, de manière à construire des outils pédagogiques et être sûr que le professeur va pouvoir être en état d'accompagner les élèves. Donc finalement, sous prétexte de sensibiliser les enfants, on a une action un petit peu plus large. Et puis la finalité, donc là, c'est un petit peu la maturité de notre approche. On a lancé ça l'année dernière, on s'est offert un beau cadeau d'anniversaire. On a offert ça s'appelle Take-Off. Alors Take-Off, évidemment, c'est anglais, parce qu'aujourd'hui, on parle à un monde un petit peu plus large. Take-Off, ça veut dire se décoller, évidemment, mais ça veut dire aussi Take Ocean for Future. Et l'idée, c'est de traiter les biologistes et les chercheurs comme des artistes. C'est-à-dire que nous vivons dans une société qui fait la part belle aux artistes. Hein. Les artistes ont droit aux résidences, aux bourses, aux galeries, à la notoriété, aux sommes folles sur la valeur de leurs œuvres. Et le scientifique, de façon opposée, va créer la peur. Hein, on a tous le savant fou à la tête, va être contraint dans des budgets terriblement ciblés, sur des périodes très courtes, avec des financements difficiles, souvent associatifs. Enfin voilà, c'est comme si vous demandiez à Picasso de faire en 3 mois un tableau rouge avec des carrés verts et de travailler avec Renoir et Manet et de faire ça à moins de 5000 francs. Voilà, c'est un petit peu... je sais que l'analogie est absurde, mais on en est là. Non, c'est ça. Et je pense que si les civilisations étaient bâties sur le mécénat culturel, je pense que vu l'état de la planète aujourd'hui, nous avons besoin du mécénat et du mécénat scientifique et donc de la créativité des chercheurs. Donc c'est un appel, libérer les chercheurs et donner leur du temps, des moyens et des lieux de rencontre et de travail, parce qu'on a vraiment besoin de voilà. Je pense que cet appel peut être entendu pour le coup par la Fondation de France, si je peux me permettre. Je fais le lien directement parce que... La Fondation de France s'intéresse beaucoup à la recherche, elle y consacre beaucoup de moyens, non seulement la maison mère Fondation de France, mais beaucoup de ses fondations. C'est même une tendance actuelle de la philanthropie que de s'intéresser à l'enseignement, c'est-à-dire à la transmission, justement, et à la recherche, c'est-à-dire regarder devant et essayer de trouver des solutions. Après, il faut les écouter, les scientifiques. Oui, voilà, c'est ça. Souvent, les idées paraissent folles au départ, avant d'être évidentes, mais en général, c'est ce que dit d'ailleurs Idriss Aberkan, elles paraissent d'abord folles, ensuite elles paraissent dangereuses. Au début, elles paraissent ridicules, puis dangereuses, puis elles deviennent évidentes. Voilà. Libérer les esclaves, vous êtes complètement malade. Oh là là, mais qui va couper le coton? Et puis, oui, évidemment, il n'y a plus d'esclaves. Voilà. C'est le vote des femmes aussi, pareil. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Une troisième question. Alors bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Si. Lorraine Anna, je suis étudiante en Master 1 à Sceaux en droit privé. Alors, j'ai une question pour Patricia Ricard. Il y a un chanteur connu, notamment auprès des jeunes,
Soprano pour les plus connaisseurs, qui disait « Tout ce que la nature nous a donné, elle nous le reprendra ». Seriez-vous prête à chanter « Donnons-nous tout ce que nous pouvons à la nature, elle nous le rendra ». Moi, je propose d'inverser la première phrase. C'est tout ce que nous donnons à la nature, elle nous le rendra. Parce qu'en fait, et on vit une époque formidable. Ça, j'aurais dû commencer par là. C'est-à-dire que pour la première fois, on a réalisé que abîmer la nature n'était peut-être pas une nécessité vitale pour l'humanité. Et que même, changement de paradigme absolu, que la santé de la nature était peut-être un petit peu liée à la nôtre. Donc, on commence à comprendre qu'on est sur une planète vivante, un vaisseau de life support, comme dirait le capitaine Watson, et que effectivement, tout ce qu'on fait, toute la malveillance qu'on a vers les écosystèmes, on les prend en retour. Ça, je crois que c'est un moment formidable, parce que là... changement de conscience. Le changement de conscience, voilà, le fait de dire que, on n'est pas les seuls êtres vivants de cette planète, parce que si vous prenez l'histoire de l'évolution, on arrive très tard, nous les humains. Enfin, il y avait du monde avant nous. Enfin, j'aime beaucoup les petites phrases qui permettent de vulgariser ces données vertigineuses. Si vous mettez l'évolution humaine, enfin l'évolution naturelle, sur un calendrier comme ceux que les pompiers vous donnent, voilà. Le 1er janvier, 0h du matin, c'est le début de la vie, la première cellule, voilà, c'est le début de la vie, aventure passionnante. Et nous, on arrive le 31 décembre de cette même année-là, à minuit moins 5, quoi. On est vraiment les petits derniers. On s'assied à la table du festin, on grignote tout, les ressources, les poissons, voilà. Et en fait, on n'a pas pris vraiment le temps de s'intéresser aux locataires qui étaient là avant nous, quoi. Et dont on se rend compte aujourd'hui qu'ils sont des compagnons de vie essentiels. C'est pas la planète qu'il faut sauver. La planète, elle va s'en sortir. C'est la vie qu'il faut sauver. C'est pas l'océan qu'il faut sauver. C'est la vie des poissons. Nous faisons partie d'un club qui s'appelle Les Vivants. Et si on ne prend pas soin de nos co-membres, on va pas aller mieux, quoi. Donc voilà, donc c'est cette extraordinaire perception de la vie qui aujourd'hui bâtit des nouvelles approches, et c'est quand même une merveilleuse nouvelle, je trouve. Et est-ce que c'est le niveau de réflexion que l'on retrouve à la COP23 Comment est-ce que le lien se fait entre la nécessaire technicité de mise en œuvre des choses, la nécessaire, entre guillemets, le nécessaire supplément d'âme ou de générosité, c'est-à-dire la capacité à sortir de soi, justement? Alors là, je vais peut-être revenir un petit peu sur les plates-bandes de Frédéric. Aujourd'hui, on assiste à une accélération incroyable de l'information, de l'innovation, de la découverte, de la connaissance. Enfin, je veux dire, vraiment, on est dans une explosion extraordinaire. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer et de faire passer ces messages et ces informations. Et la simple information digitale, numérique ou papier, parce que les officiels travaillent encore sur le papier, ne suffit plus. Aujourd'hui, on a besoin de médiateurs, mais de médiateurs qui vont mettre dans une traduction, dans une vulgarisation de la connaissance basique, un petit message, un petit ouin-ouin supplémentaire d'émotion pour faire passer cette urgence. J'écoutais ce matin, sur une radio que je ne citerai pas parce que je vais l'écorcher, une humoriste qui disait le grand fiasco de la COP et qui se moquait des Fidjiens qui avaient accueilli la COP à Bonn. Tout le monde a dû trouver ça drôle, mais imaginez que cette personne ait fait la même intervention sur les victimes d'un tremblement de terre, en disant quand même ils sont vachement poussiéreux quand on les sort des décombres. Voilà, je pense que ça aurait été choquant. Mais là, il y a un tel décalage entre la perception que peuvent avoir le grand public et certains médias et la réalité des Fidjiens qui vivent déjà les pieds dans l'eau, qui savent qu'ils vont être obligés. Alors là, dans la série Transmission, ils vont juste quitter leur terre, leur culture, leur pays. Ils ont comme horizon d'être les premiers réfugiés climatiques. C'est pas forcément un très beau. Voilà, ça va être difficile. Et donc là, il y a tout ce travail de médiation, et là, on retombe sur cette générosité de transmission des savoirs. Et je crois que ça, c'est un champ qui s'ouvre. Voilà, et on en reparlera tout à l'heure avec le mécénat, mais je crois qu'aujourd'hui, celui qui sait a un devoir de transmettre, et je crois qu'il faut beaucoup de générosité et d'énergie pour aller faire cette passerelle nécessaire entre la connaissance nécessaire et l'action vitale. Une autre question. Par rapport à la transmission de la générosité, est-ce que cette transmission change en fonction des générations et elle est amenée à évoluer aussi? Cette question s'adresse à vous, Dominique. L'évolution de la transmission d'une génération à une autre, qu'est-ce que vous avez pu observer?
Oui, je pense que la générosité, elle change avec les bouleversements de la société. Bah oui, vous avez dit que j'étais au Canada il y a quelques jours. On a assisté à un exposé sur les racines de la philanthropie au Canada, qui sont à peu près les mêmes racines que dans le monde entier. Les religions ont eu un rôle extrêmement important. Alors, il se trouve qu'au Canada, ils ont été alternativement protestants et catholiques, et donc ils ont les deux racines. C'est assez drôle. Il y a quelqu'un dans l'assistance qui a dit je comprends maintenant pourquoi il y a 2 hôpitaux à Montréal, parce qu'il y a effectivement l'hôpital qui avait été financé par toute la philanthropie protestante et l'autre par... Alors, on sait que le rôle des religions est moins important aujourd'hui, même si ça reste une tradition très forte dans toutes les religions, et qu'il y a une montée de cette philanthropie laïque. Alors, elle-même, elle change beaucoup aussi. Alors, en France, on était en retard vis-à-vis de certaines formes de philanthropie. C'est-à-dire qu'on est un pays qui a connu un foisonnement associatif, donc un foisonnement d'actions de gens qui ont fait des choses sur le terrain, avec le magnifique texte de la loi de 1901 qui permettait de faire beaucoup de choses, un texte très libre. En revanche, la philanthropie de distribution, des gens qui font des dons, c'était moins organisé, on va dire. Et ça, c'est une philanthropie qui s'est organisée beaucoup plus récemment, mais qui est très dynamique aujourd'hui. Alors, par exemple, qu'est-ce que moi, à l'échelle de ce à quoi j'ai assisté, ce qu'on peut dire, c'est que les gens, ils attendaient beaucoup plus tard dans leur vie pour devenir philanthropes. Ils attendaient même souvent la fin de leur vie, et ils faisaient de la philanthropie par testament. Ils transmettaient leur fortune à une fondation ou à une association, etc. Et aujourd'hui, c'est peut-être parce que les cycles de fortune se raccourcissent, mais en tout cas, on assiste au fait que les gens font de la philanthropie beaucoup plus tôt dans leur existence. 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, là où avant c'était vers 70, 75, 80, 85 ans. Donc ça donne des philanthropes beaucoup plus actifs, évidemment, beaucoup plus... Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé de la notion de charité à la notion de responsabilité. Je pense que les gens, aujourd'hui, se sentent une responsabilité par rapport à ce qui arrive. Plutôt dans l'acte de solidarité, c'est-à-dire ce que je fais m'aide aussi. Ce que je fais m'aide aussi, et si je suis... mais ça, c'était très prégnant dans la tradition protestante, peut-être plus que dans la tradition catholique. Les protestants pensent que c'est pas mal de gagner de l'argent, mais ce qui est mal, c'est de le thésauriser. Et que si on a très bien gagné sa vie, on doit rendre. Voilà. Que c'est une forme automatique de responsabilité. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive chez nous aussi. En tout cas, moi, les nouveaux philanthropes que je vois arriver, ils portent une responsabilité. Et justement, je fais le pont avec le mécénat d'entreprise, du coup, parce que là, on parle de la générosité individuelle. Et donc, vous êtes aussi vous-même au devant un peu de... Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, sur cette évolution de la générosité, qui était peut-être même autre part la charité, puis la générosité, puis la responsabilité. Et si vous suivez un petit peu l'histoire du mécénat, au départ, ça pouvait être la passion, voire la danseuse du président de l'entreprise. Et puis après, c'est devenu un objet de relations publiques. Puis après, c'est devenu la communication corporate. Voilà. Et puis après, aujourd'hui, on en est au stade de la responsabilité sociétale des entreprises. Et là, en revenant de la COP, on lance le message du mécénat climatique qui serait porté par la R&D des entreprises. C'est-à-dire qu'elle est carrément, non seulement vers la responsabilité, vers la recherche. Voilà. Là, c'est carrément passé de la responsabilité et elle est carrément dans l'innovation responsable parce qu'on a besoin de changer la façon de faire. Voilà. Donc, effectivement, la responsabilité, la générosité, c'est marrant parce qu'on n'a plus assez de nouveaux mots. Il va falloir inventer plein de mots, ça va être formidable. Les mots, en fait, ce geste qui est en fait, moi je rapporte ça quand même aussi un petit peu à l'empathie. Je crois qu'il est difficile d'être généreux si vous n'êtes pas conscient, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'êtes pas empathique, si vous ne ressentez pas un manque ou un trou ou un espace à combler dans quelque chose qui devrait être plus fluide. C'est amusant d'ailleurs parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est inspiré par la nature, c'est mon grand dada. Et la nature est éminemment généreuse, mais généreuse mesurée.
C'est-à-dire que si vous prenez un écosystème, vous ne pouvez survivre dans un écosystème que si vous sacrifiez une petite part de votre énergie, de votre lumière, à l'écosystème. Enfin, l'acacia qui ne donne pas quelques branches à la gazelle, voilà, il ne reste plus dans l'écosystème, et ainsi de suite. Et je trouve que c'est extraordinaire finalement de voir, j'y vois une forme de vitalité. D'ailleurs, c'est amusant parce que tous les pionniers de la générosité, parce qu'il y a toujours eu des premiers, alors ça peut être transmissible, mais il y a quand même eu à un moment un premier, donc c'est quand même quelque chose qui doit relever d'un autre biais. La vertu, précisément. Voilà, par exemple, la générosité de la fin du 19e siècle, aujourd'hui, elle est portée par la société tout entière. La sécurité sociale a été créée. Voilà, donc finalement, toutes ces actions qui sont des repérages humanistes de manquements de la société sont finalement ensuite corrigées par l'inconscient collectif, par le politique, par la collectivité. Voilà. Donc je pense qu'il y a une dimension visionnaire aussi dans la générosité. Et aujourd'hui, elle s'exprime évidemment sur la responsabilité sociétale et plus. Une autre question ? Alors une question pour Frédéric Bedos et Patricia Ricard. Le cercle familial est-il celui qui transmet le plus largement la générosité ? Alors, Frédéric, on peut préciser, vous avez écrit un livre sur votre histoire. Vous venez d'une famille tout à fait particulière, avec l'amour au cœur. Oui, c'est les racines même de l'ONG, en fait. Moi, j'ai créé une ONG d'information dont les vedettes, les stars, ce sont les héros humbles du monde entier. Et l'idée de mettre en lumière ces fameux héros humbles est venue de l'histoire de mon enfance, parce que j'ai eu la chance d'être sauvée par un couple extraordinaire du nord de la France, un couple de gens très simples, voilà, pas de fortune personnelle, des gens très simples, mais qui à chaque fois qu'ils croisaient la route d'un enfant qui était dans une situation très complexe, tellement complexe qu'on pouvait considérer que c'était des enfants inadoptables, donc des enfants déjà condamnés par la société, déjà foutus, quoi. Eh bien, à chaque fois, ils gardaient un regard d'espérance et d'amour sur chacun de ces enfants. Ils se disaient, ils avaient le cœur brisé, ils se disaient, bon, on peut pas le laisser de côté, on le prend. Et du coup, peu à peu, la famille s'est agrandie et nous avons été donc une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, sauvés par ce couple. Et évidemment que c'est une expérience de vie qui laisse des traces. Et ce que je trouve merveilleux, parce que donc pour répondre à la question, est-ce que ça se transmet par la famille ? C'est clair que dans ma famille, il y a eu une transmission de ces valeurs, d'un corpus de valeurs, et surtout, encore une fois, de cette conscience que tout est possible, que c'est jamais trop tard, et que c'est dans nos mains. C'est à nous de jouer. C'est vraiment de réaliser, et on rejoint cette notion de responsabilité qui va au-delà de la charité, au-delà de se donner bonne conscience en se disant qu'on fait une béa, ce qui a souvent été le cas dans le passé. Et d'ailleurs, la générosité était réservée aux riches, finalement. Alors que ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous comprenons tous que nous avons à être généreux, quelle que soit notre situation, et qu'il y a plein de moyens d'être généreux. Dans son attitude déjà, dans sa façon de regarder le monde et de prendre part aux enjeux du monde. Et puis en plus, il y a tout aussi, tous les nouveaux outils sur les réseaux sociaux, le crowdfunding, etc. Alors c'est fantastique de savoir que nous sommes tous invités à devenir des philanthropes, c'est-à-dire des amoureux de l'humanité et à le vivre. C'est génial, c'est hyper valorisant. Mais au-delà de ça, effectivement, réaliser que le monde est à notre image. Le monde est à notre image, et donc si nous sommes de plus en plus nombreux à nous lever chaque matin en se disant « moi j'ai envie de donner le meilleur de moi-même », de facto le monde change. Et ça ne peut pas changer autrement. Et c'est ça qui est merveilleux. Il faut vraiment prendre conscience de ça pour après s'emparer de cette responsabilité. C'est qu'il n'y a pas une solution pour sauver le monde, c'est que c'est nous la solution, chacun de nous. Et c'est merveilleux parce que ça veut dire que nous ne sommes pas condamnés à l'impuissance, que nous n'avons pas à attendre que peut-être un miracle se passe. C'est nous le miracle, c'est à nous de s'emparer de ce monde parce que c'est notre monde. Et donc si on veut que ce soit un monde meilleur, c'est à nous de le bâtir. Donc nous sommes invités à vivre cette grande aventure humaine. Et donc ça veut dire aussi une croissance de nos esprits, de nos cœurs, une autre façon, encore une fois, de voir le monde. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est face à des urgences. Et l'urgence climatique, l'urgence environnementale est là pour nous le montrer de façon prégnante. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelque temps, tout ce qui a trait à la mondialisation est souvent traité de façon très anxiogène.
Or, cette urgence environnementale, eh bien, c'est une énorme chance parce que pour la première fois de la petite histoire de l'humanité, nous prenons conscience que nous sommes tous dans le même bateau. Sur cette petite planète, nous sommes dans un destin commun. Et ça, c'est merveilleux aussi de se rendre compte de cela. Et donc, dans ce destin commun, oui, il va falloir qu'on prenne soin de notre planète et les uns des autres. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Or, il y a urgence, et je dis souvent, effectivement, la planète devrait s'en sortir, mais il y a urgence à sauver la beauté du monde. Si on veut que le monde reste beau, c'est maintenant que ça se passe. Si on veut qu'il y ait encore des forêts, des animaux sauvages, etc., c'est maintenant que ça se passe. Après, il sera trop tard. Donc, de réaliser ça pour prendre les choses en main, et du coup, j'en termine par là, très souvent parce que finalement le projet Imagine, c'est un projet politique dans le sens noble du terme, c'est un appel citoyen et la politique c'est parler de la vie de la cité et du rôle de chacun dans la vie de la cité, c'est la politique dans le sens noble du terme. Eh bien c'est véritablement à cette invitation-là qu'on doit lancer à grande échelle et c'est le pari de l'ONG de passer par la puissance de frappe des médias qui aujourd'hui, eh bien voilà, c'est des milliards engagés et c'est des milliards de personnes qui regardent. Et donc faire passer à grande échelle ce message qui dit, voilà, faut qu'on se lève maintenant, faut y aller, il faut agir tous ensemble. Eh bien, c'est un message fort qu'il faut absolument faire passer. On parle de révolution écologique, révolution énergétique, révolution numérique, qui parle de la révolution des consciences. Et c'est là, maintenant que ça se joue. Il va falloir vraiment qu'on prenne conscience et qu'on se lève. Pas facile d'enchaîner, mais tout de même. Ça fait du bien le dimanche matin, moi je trouve c'est bon ça. Je voudrais rester sur la thématique de la filiale. En fait, quand on est la petite fille d'un industriel mécène. Alors là, je voudrais citer. Qu'est-ce qu'on reçoit? Alors là, je voudrais citer maman, parce qu'on parlait de ça dans la voiture en venant ce matin, et elle me disait, mais tu sais, moi, quand j'étais enfant, je pensais que tous les adultes étaient comme papy. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'ai eu la chance de naître dans une famille formidable avec un grand-père iconique, humain. En plus, il était accessible, tu vois, c'était même pas le. Qui en plus a inventé c'était pas le commandateur, c'était vraiment un homme merveilleux, et puis qui était vraiment la preuve par l'exemple. C'est-à-dire que lui, sa façon de râler, c'était de faire, de créer, de produire, il était généreux en tant que grand-père, généreux en tant que chef d'entreprise. Il a quand même, ça c'est une histoire que je veux quand même raconter, parce que pendant la guerre, l'usine Ricard a été fermée en 1940. Elle n'a réouvert qu'en 1951, date importante pour certains. Et donc pendant 11 ans, il n'avait plus d'usine. Et personne n'a été licencié. Et c'était 11 ans avec la guerre et l'occupation. Et en fait, il a pris toute l'équipe de ses collaborateurs, qu'il appelait des collaborateurs d'ailleurs. Ils sont allés en Camargue, ils ont mangé, ils ont planté, ils sont devenus maçons, agriculteurs, professeurs des écoles. Enfin, ils ont survécu tous ensemble, alors qu'il aurait très bien pu rentrer à la maison, prendre sa femme, ses enfants, un peu de sous et youpla boum, aller ailleurs. Ben non, il est resté. Et quand vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui délocalisent dans le week-end, et c'était il y a 60 ans. Enfin, on a perdu des trucs en route quand même, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, hommage à Papy, qui était quand même un monsieur formidable. Et puis cette gourmandise de la compétence, du talent et du savoir des autres. Parce qu'il a aidé les scientifiques, mais il a aidé les artistes, il a aidé les artisans, il a aidé les gens qui avaient des bateaux. Il suffisait d'aller le voir avec une idée et un peu de passion, et il devenait passionné à son tour. Enfin, il avait la passion très contagieuse. Finalement, la générosité commence aussi par l'écoute. Je pense que ça commence par l'écoute, par l'empathie. Alors moi, je vais partager une pensée, parce que moi j'ai toujours entendu dire que mon grand-père était visionnaire. Bon, visionnaire, je dis mais bon, c'est quand même pas Madame Yerma, il a pas sa boule là, bon. Mais comme tous les, à peu près, il avait à peu près 30 ans d'avance, 30-40 ans. Il commence à distribuer les actions de l'entreprise dans les années 30. Enfin, on était très loin de la participation et tout ça, oui. Et en fait, j'ai compris un jour qu'en fait, c'était de l'empathie. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes empathique, vous avez un champ d'observation beaucoup plus large, avec des sentiments. Il n'y a pas que de rationnel, il y a de l'émotionnel. Et donc, vous avez une vue beaucoup plus large que le commun des mortels, on va dire ça comme ça. Et donc, vous embarquez plus d'émotions, plus d'informations, plus d'observations au départ. Et donc, forcément,
votre projection de la solution, elle va un petit peu plus loin. Donc en fait, un visionnaire qui se trompe absolument pas pendant toute sa vie, c'est quelqu'un qui avait une façon d'observer qui était peut-être un peu différente. Et il disait souvent, parce qu'en fait, il aurait voulu être artiste, il aurait voulu être peintre, et il disait toujours que la peinture lui avait appris à observer le monde qui l'entoure. Et je crois qu'il y a un lien quelque part entre la générosité, l'empathie, l'observation et cette façon de voir un petit peu plus large au départ. Oui. Merci de ce témoignage. Et Dominique, vous êtes exposé aussi à d'autres familles qui essaient de transmettre à leurs enfants qui ont reçu des anciens. Comment est-ce que ça se gère quand on est à la Fondation de France ? Il y a des mécènes qui, puisque je disais tout à l'heure qu'en fait les mécènes font de la philanthropie de plus en plus jeunes, il y en a un certain nombre qui se préoccupent et donc qui ont des enfants aussi. Ce n'est pas forcément des gens sans enfants maintenant qui lèguent parce qu'il n'y a pas d'avenir pour leur fortune dans leur famille. Ce sont des gens donc aujourd'hui qui sont plus jeunes, qui ont des enfants et qui ont, pendant qu'ils développent leur propre philanthropie, cette préoccupation de savoir comment cette activité, cette passion qu'ils ont, cette curiosité, cette empathie, comment ils vont le faire pour eux et pour leurs enfants. Et comment ils vont emmener leurs enfants dans cette expérience. Je pense un peu comme un outil d'éducation finalement. Et donc il y a des gens qui le font seuls dans leur coin, et puis il y a des gens qui sont regroupés dans notre secteur qui ont fait une association qui s'appelle Esprit de Famille, dont l'objectif c'est de réunir des mécènes qui ont cette préoccupation de la transmission. Donc dans cette association, il y a les mécènes et la génération du dessous, et parfois la génération encore du dessous. Et c'est assez joyeux à voir, je dois dire, parce que, en fait, quand je parlais de responsabilité, je pense que cette notion de passer de la charité à la responsabilité, elle vient aussi avec cette question du collectif. Faire de la philanthropie en groupe, c'est aussi abandonner un peu son ego, et c'est partager. Donc je pense que ça, c'est une philanthropie de la maturité. Donc vouloir retransmettre à ses enfants, se préoccuper de la suite, se préoccuper de savoir comment, dans un écosystème privé, on partage les mêmes valeurs. Et puis l'autre chose que vous avez dite, et vous avez toutes les deux beaucoup parlé d'environnement, je pense que ça aussi, ça va nous amener à une philanthropie de la responsabilité, parce que finalement, comme vous l'avez dit, on est tous liés par rapport à la planète. Et c'est une motivation qui n'est pas une motivation du coup de cœur instantané. Je ne sais pas comment expliquer. Ça demande effectivement de réfléchir, d'écouter, d'apprendre, d'avoir de la curiosité. Et donc, de quitter ce geste un peu impulsif, qui est parfois, mais qu'on a tous et que je ne dévalorise pas du tout non plus, parce que je pense que lui, il relève de l'empathie à plein, c'est-à-dire tout à coup, on voit quelque chose qui nous semble inacceptable et on va faire un don, on va faire une action pour y venir. Je pense qu'il faut les deux. Mais en tout cas, cette question de la transmission de la philanthropie, je trouve que c'est vraiment, dans l'histoire de la philanthropie française qui est un peu tardive, c'est une petite marche nouvelle qu'on est en train de franchir. Alors, l'heure tourne. Une dernière question, du coup, de la part des étudiants, puis après des questions avec la salle. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Timothée, je suis tout juste diplômé d'un Master 2 entrepreneuriat à l'ISC Paris. Bravo. Merci. Alors, ma question s'adresse à vous, Madame le Maître. En tant que directrice, alors que je ne me trompe pas, du mécénat à la Fondation de France, est-ce que vous pensez que les nouveaux outils digitaux permettront de redessiner la générosité des Français et notamment des plus jeunes? Mais il n'y a vraiment pas de raison que ça ne redessine pas quelque chose du côté de la générosité, alors que ça redessine nos usages, nos vies, nos façons de consommer, nos façons de communiquer. Bien sûr, dans le domaine de la philanthropie aussi, ça va changer les choses. Bon, d'abord parce qu'on manie pour travailler des outils digitaux, et puis parce qu'effectivement, il y a le crowdfunding qui se développe, qu'on peut faire des dons en ligne aujourd'hui, qu'on peut faire des courses solidaires avec des dispositifs. Voilà, bien sûr, ça permet des nouvelles perspectives. Après, je suis aussi tout à fait convaincue que la désintermédiation, bon, c'est peut-être parce que je travaille dans une organisation qui est absolument fondée sur la question de l'intermédiation, mais je suis persuadée que cette notion de la désintermédiation qu'on met derrière les outils numériques, en revanche, elle n'a pas beaucoup d'avenir pour construire des choses ensemble. Je pense que c'est un outil, il faut que ça reste un outil, ça permettra des tas de choses, mais
se poser, réfléchir, mettre les gens en contact, comprendre comment un donateur dans son salon, après le tsunami, effaré par ce qui s'était passé, va faire un don pour un paysan indien et penser que le don, il peut savoir du fond de son salon par un système internet directement à qui il va donner à l'autre bout de la planète. J'y crois pas beaucoup. Je pense qu'au milieu, il faut des gens qui savent, suivent, qui savent ce dont on près du paysan indien, quelqu'un qui sait comment fonctionne son système, son écosystème, de quoi il a besoin. Un peu plus en amont, un intermédiaire qui va savoir comment le donateur, lui, réagit, l'aider à donner, etc. En l'occurrence, nous ou d'autres. Et il faut au moins 2 opérateurs entre 2, parfois 3. Et c'est comme ça, pour que la transaction soit utile, que l'argent arrive au bon endroit, qu'il vienne faire face aux bons besoins, je pense qu'il faut un tout petit peu plus que du numérique. Mais on utilisera le numérique, bien sûr. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur l'influence. Si, oui. moi, je veux bien. Mais le numérique étant un outil, c'est un outil qui est adapté à l'accélération, à l'expansion démographique, à l'accélération des connaissances. Moi, j'aime beaucoup l'arrondi solidaire. Effectivement, en faisant vos courses, vous pouvez donner 0,1 centime et on fait des sommes folles avec ça. Donc, c'est vraiment un outil. Mais n'oubliez pas que, quand même, moi, je pense que à l'origine, il doit y avoir une étincelle qui est provoquée par un exemple, par une rencontre, par une émotion, par un être humain qui vous regarde ou à qui on a envie de ressembler. Enfin voilà. Donc ce lien humain, il est essentiel et le numérique ne peut être qu'un outil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les grandes causes sont incarnées par des gens qui ont des discours plutôt humanistes et qui payent de leur personne pour aller faire des conférences, pour aller voir les gens. Voilà. S'il n'y a pas l'étincelle humaine, le numérique ne sera pas un outil magnifique. Voilà, ce n'est que le pinceau dans la main du maître. Voilà. Alors avant de passer la parole à la salle, je voudrais faire un petit point sur vos actualités tout de même, parce qu'il y a une journée importante, Frédéric, dans laquelle vous êtes impliqué, qui est la journée de la lutte contre la violence faite aux femmes, et vous menez une opération que vous souhaitiez partager. Bah oui, si ça vous intéresse d'aller voir, donc c'est le 25 novembre, donc samedi prochain, la journée contre les violences à l'égard des femmes. Et du coup, nous, au projet Imagine, on a réalisé un film qui est devenu un film de référence sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde. Il s'intitule Des femmes et des hommes. Et donc, ce film est en distribution partout dans le monde, donc normalement, on ne peut pas le laisser en libre accès. Mais exceptionnellement, pendant ce week-end du samedi 25 et dimanche 26, on le mettra donc en libre accès dans sa version 52 minutes. La version longue, elle sortira en DVD le 8 mars prochain, le jour de la journée internationale des droits des femmes. Mais voilà, donc on a demandé à pas mal d'organes de presse. Sur le site internet. Ce sera sur le site leprojetimagine.com. Voilà. Leprojetimagine.com. Et du coup, ce sera en page d'accueil. Vous pourrez montrer, partager, etc. C'est vrai que c'est un film assez unique en son genre parce qu'il traite l'égalité entre les hommes et les femmes vraiment de façon globale, non seulement de façon géographique, puisqu'on a des cas du monde entier, mais aussi en balayant, en faisant un tour d'horizon de tous les sujets impactés par ces inégalités. Et comme nous sommes à peu près 52% de la planète, forcément, ça a des conséquences sur tous les aspects de la société. Et du coup, on est en train de comprendre qu'on n'est pas en train de parler de qui fait la vaisselle, quoi, en gros. C'est intéressant. Magnifique à regarder. Vous avez peut-être un point d'actualité aussi. Voilà, on a toujours mis l'actualité à la Fondation de France, mais peut-être un petit mot sur les ouragans qui se sont abattus sur les Antilles. Vous parliez tout à l'heure de Fidji et des réfugiés climatiques, des premiers réfugiés climatiques. Donc la Fondation de France a collecté, grâce à l'immense générosité des Français, 12 millions d'euros pour intervenir, pour reconstruire, relancer les filières économiques, aider les gens qui ont tout perdu. Et on se rend compte qu'en fait, ces gens vivent avec ces accidents climatiques de plus en plus catastrophiques. Ils vivent avec, et peut-être qu'un jour, ils ne pourront plus vivre là-bas. Voilà. Saint-Martin, c'est assez plat. Ça a été ravagé par ces 2 ouragans, parce qu'il y a eu Irma et puis Maria. Et la question se pose au moment, juste après les ouragans, plus d'un tiers des personnes sont parties. Vous imaginez ce que c'est qu'un tiers des Parisiens qui partiraient après une catastrophe. Et il n'est pas sûr que tout le monde reviendra parce que les conditions de vie vont devenir de plus en plus dures. Donc je pense que cette question de migration climatique, elle va devenir, je suis parfaitement d'accord avec vous, elle va devenir très sérieuse.
Et elle se rajoutera à l'immigration économique et à toutes les conséquences des conflits, bien sûr. Donc on peut soutenir la démarche auprès de la Fondation de France. Vous avez... Ah oui. La Fondation de France, en l'occurrence, donc, a recueilli la générosité nationale pour venir en aide aux habitants de Saint-Martin. Je précise que le projet Imagine est une ONG qui vit grâce aux dons, grâce au mécénat. Tout à fait. Comme vous le dites pas, je le dis. Oui, c'est gentil, effectivement. Oui. Donc le projet imagine.com, si vous avez envie de donner, on est preneur, on a besoin de moyens. Et puis ce qui est super, effectivement, puisqu'on parlait des nouvelles technologies, c'est que nous, avoir des micro-dons, mais des gens qui s'engagent de façon régulière, qui disent, moi je donne quelques euros chaque mois, pour nous ça nous donne des ailes, parce que ça veut dire qu'on a un peu de visibilité financière. Et évidemment, si vous allez voir le site, que ça vous plaît, parlez-en, etc. Aidez-nous, soutenez-nous, devenez des ambassadeurs. Enfin, le projet Imagine est au service de toutes les causes. La Fondation de France est au service de toutes les causes, nous aussi. Donc, normalement, vous devriez trouver votre nourriture. Et enfin, Patricia Ricard, du coup, vous êtes au cœur, on l'entend, avec vos préoccupations de l'action. Alors moi, j'ai un message un peu bizarre. Je vais vous demander de rester optimiste. Arrêtez de dire que les COP ne servent à rien. Arrêtez de dire que c'est fichu. On vit le début d'une époque formidable. On vient de découvrir qu'on n'avait pas encore exploré, utilisé avec intelligence et bienveillance 2/3 de la planète. Vous vous rendez compte? C'est comme si vous aviez un appartement et tout d'un coup, vous découvririez un plafond qui triplait la place de votre appartement. Il y a de l'innovation formidable. Il y a des gens qui font des choses formidables. L'homme s'est adapté à tout depuis les cavernes. À l'âge de pierre, c'est pas arrêté faute de pierre. On est capable de s'adapter. D'ailleurs, on est la seule espèce animale, entre guillemets, qui puisse vivre dans tous les habitats parce qu'on a la connaissance et qu'avec la connaissance, on s'adapte. Donc, restez enthousiaste, restez passionné. Pensez que l'océan, c'est juste quelqu'un qui est tout le temps, même quand vous êtes au cœur de la ville de Paris, vous vous levez le matin, vous allez aux toilettes, vous tirez la chaise, vous avez déjà envoyé un petit mot d'amour à l'océan, quoi. Donc, pensez que l'océan, il est toujours là. Moi, quand j'étais gamine, Alain Bombard, il me disait, Patricia, dans ton verre d'eau, il y a du pipi de dinosaure. Je peux vous dire que quand on vous dit ça enfant, le cycle de l'eau, vous l'oubliez plus jamais. Voilà. Donc l'océan, il est là, c'est notre futur, mais c'est aussi notre mémoire, et c'est de toute façon toutes nos solutions de demain. Et soyez bienveillants avec la nature, elle vous le rendra au centuple. Aidez les scientifiques, lisez, renseignez-vous. Il y a des sites magnifiques, merveilleux. Utilisez l'Internet pour accroître votre connaissance. Il y a de la joie dans la connaissance. Partagez votre connaissance et n'oubliez pas, nous vivons le début d'une ère formidable. Voilà, c'est ce que je vous propose. Alors, est-ce qu'il y a des micros dans la salle? Alors, vous êtes là, super. Donc, il y a une question de... première question, du coup, en haut à droite, 2, 3, voilà. Ah ben voilà, bon, vous êtes repérés. Bonjour, merci pour vos témoignages engagés, engageants, optimistes et très humains. La question est la suivante. Comment on fait pour être généreux et, et avoir de l'argent pour vivre? C'est-à-dire que j'ai du mal à lier les deux. La générosité, c'est souvent du bénévolat. Donc on fait comment si on veut être généreux et pouvoir aussi vivre? On vous répond, très bien. Après, on prendra peut-être 2 questions en même temps pour pouvoir, parce que vous êtes nombreux là à lever la main. Dominique, vous voulez peut-être répondre? Je pense qu'on l'a dit, là, depuis l'arrondi en caisse, en passant par les gens qui font des énormes donations, jusqu'aux gens qui donnent un petit peu de temps, ceux qui visitent, qui s'occupent de la personne âgée qui vit à côté de chez eux. Il y a mille et une formes, en fait. Quand on parle de générosité, on ne parle pas forcément de don d'argent. On peut parler aussi de don de temps, on peut parler transmettre des valeurs aussi. Oui, transmettre des valeurs, éduquer ses enfants dans une perspective de curiosité, etc. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment un mot qui recouvre des réalités très, très différentes. Il se trouve que moi, je parle de la générosité qui passe par de l'argent essentiellement de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Mais en aval de notre métier à nous, sur le terrain, on voit des associations qui font des choses que nous soutenons, qui donnent de leur temps, dans lequel il y a énormément de bénévolat, dans lequel il y a une ouverture incroyable. Donc franchement, je pense que ça peut prendre des formes qui ne sont pas forcément des formes financières, mais des formes multiples.
Question en haut à droite. Oui, bonjour. Alors oui, ma question rejoint un petit peu la question de... Alors, je précise, on en prendra 2 ou 3 en même temps. D'accord. Et alors, en fait, moi, je voulais savoir comment vous avez parlé des urgences actuelles qui poussent à donner, qui doivent inciter à la générosité. Mais pourtant, la générosité et la peur de donner est, pour moi, ancrée très profondément dans les mœurs et dans la culture. Je pense notamment aux mythes grecs de Prométhée et de Tantale, qui sont fortement punis parce qu'ils ont donné aux hommes. Je pense aussi à la cigale et la fourmi. Alors, donc la fourmi qui est récompensée par La Fontaine parce qu'elle économise, et la cigale qui est plus généreuse et plus fantasque est-elle punie par la mort. Je pense au père Goriot et au roi Lear qui sont déçus par leur progéniture à qui ils voulaient tout donner. Il faut changer vos lectures. Hein. Non, bien sûr. Bien sûr, mais alors comment on surmonte cette peur de donner et comment on transmet la générosité? Voilà, c'était ma question. D'accord, première question, merci. Deuxième question. Oui, merci beaucoup pour la prise de conscience que vous générez chez nous ce dimanche matin. J'ai bien aimé votre suite entre la charité, la philanthropie, la responsabilité sociétale des entreprises. Et je me suis dit, mais une ONG peut être généreuse, mais est-ce qu'une entreprise peut être généreuse? Très bien. En dehors du patron charismatique, Madame Ricard, que votre papy, hein, évidemment. Bien sûr. Alors, je vais faire une réponse un peu collégiale à vous, madame, et à vous, monsieur. On peut toujours donner un sourire, on peut donner du temps, on peut donner de soi, on peut donner de l'écoute, on peut donner de la bienveillance, on peut donner du lien. Enfin, il n'y a pas que le côté sonnant et trébuchant de la générosité, il y a aussi il y a toute une part inaliénable de vous que vous pouvez offrir à qui vous voulez, quand vous voulez, en empathie, en gentillesse. Et c'est quelque chose qui en plus rend heureux. Je pense que le jour où les gens comprennent que ça fait du bien, c'est très vital en fait. Hein. Je reviens sur cette vitalité. Donc on peut aussi donner comme ça, on peut juste donner une écoute, ça a l'air du tout, mais juste avoir un regard ouvert et avoir juste la minute qui fait que cette personne qui est démoralisée va avoir un sourire et une écoute. Voilà, déjà vous avez donné. Donc je pense qu'il faut élargir cette notion de générosité au non financier, au non marchand. Pour répondre à vous, monsieur, je crois qu'on oublie toujours qu'une entreprise, ça reste quand même une équipe d'hommes et de femmes qui a de l'humain, et qu'une entreprise, elle est aussi animée par l'ensemble du corpus social qui la compose. Aujourd'hui, il y a une partie, j'allais dire, normée, réglementée de la générosité qu'on va retrouver sur le mécénat, sur les financements, les choses comme ça. Mais il y a quand même des entreprises ont des personnalités. Les entreprises, d'ailleurs, ça se voit quand vous rentrez, quand vous rencontrez quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Je préférerais appeler ça une entreprise heureuse. Les gens sont des ambassadeurs, les gens parlent volontiers de leur entreprise, et les gens font à différents niveaux, à des niveaux. Alors ça peut être au niveau du CE, ça peut être au niveau des journées pour, voilà. Moi je vais pas faire un quart d'heure de pub, mais j'ai la chance de travailler dans une entreprise Ricard qui est connue pour sa bonne humeur et sa bienveillance, et qui fait partie d'un groupe qui s'est beaucoup nourri aussi de ça. Et je crois que ça dépend beaucoup des hommes et des femmes qui font vivre cette ambiance, je ne sais pas comment appeler ça, enfin une vitalité. Je reviens toujours à cette notion de vitalité, en fait, je n'arrive pas à m'en départir. Voilà. Ah non, c'est la vie. Alors, je vais essayer de dire juste une ou deux réponses qui, je pense, rejoignent tout ce qui vient d'être dit dans les questions. C'est vrai qu'on n'est pas, quand on parle de générosité, on parle évidemment pas que d'argent. On parle vraiment d'une générosité de soi, une générosité d'âme et de cœur, donc une inclinaison des cœurs. Il y a cette phrase magnifique de Jean Vanier qui dit « Il n'y a personne d'assez pauvre pour n'avoir rien à donner, personne d'assez riche pour n'avoir rien à recevoir ». Et je trouve que c'est extraordinaire. Et tout à l'heure, vous avez dit un mot, monsieur, avec vos fameuses lectures, là, vous avez dit un mot qui est le mot-clé, c'est le mot de la peur. C'est la peur qui empêche d'aimer. Parce que de quoi on parle quand on parle de générosité? On parle de partager. Et le monde crève de manque de partage, parce qu'il y a bien assez pour tout le monde. Le monde crève par manque de partage. Et pourquoi? Parce que nous avons peur. Et la peur est la pire des conseillères. La peur, c'est le repli sur soi, c'est la stigmatisation de l'autre, c'est peu à peu bâtir des murs qui nous séparent. C'est exactement ce que l'on est en train de voir de par le monde. La raison pour laquelle j'ai créé une ONG d'information qui essaye d'informer avec espérance, c'est justement pour pallier à ça. Je pense qu'aujourd'hui, les médias, à grande échelle, diffusent peu à peu, distillent la peur dans les cœurs. Parce que c'est une façon de décrypter le monde qui est toujours plus anxiogène.
Et c'est énormément de violence, énormément d'images violentes. Et donc, ce qui compte, c'est de savoir, voilà, c'est un outil. Hein. Mon propos ne consiste pas à diaboliser les médias. Les médias, c'est un outil. Et donc, il ne s'agit pas de diaboliser un outil. Il s'agit de se demander, est-ce qu'on l'utilise à bon escient ou à mauvais escient? Je pense qu'aujourd'hui, il nous fait plus de mal que de bien. Et toutes les études le prouvent. En France, vous savez que le moral des Français est plus bas que celui des Irakiens ou des Afghans. Alors moi, je veux bien croire que tout va pas bien en France, mais enfin quand même. Et donc, on voit bien que là, on est dans l'irrationalité totale. Et donc, la peur. La peur qui fait qu'effectivement, eh bien, nous n'allons plus savoir partager. Parce que comment partager quand on a peur de manquer? Comment s'approcher de l'autre quand on a peur qu'il nous attaque? Et donc, si on y réfléchit bien, la peur, c'est exactement l'ennemi de l'amour. Et donc, parce que c'est quand même toujours ça, la philanthropie, l'amour de l'humanité. Donc, on est en train de parler d'amour. Est-ce que nous allons être capables d'apprendre à nous aimer, oui ou non? Or, c'est bel et bien le défi auquel on est appelé aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. Vous savez, on est dans une société où on n'ose plus dire ce mot amour. Moi, je suis journaliste, je peux vous assurer qu'en tant que journaliste, dire le mot amour, d'un coup, on n'est plus tellement sérieux. Hein. On n'est plus pris au sérieux. D'un coup, on est des illuminés, des bisounours. Bon, ok. La vérité, c'est qu'à force d'avoir peur du ridicule, on a baissé nos standards. On a baissé nos rêves, nos ambitions. Et aujourd'hui, on nous vend comme un Graal. Il faudrait bâtir un monde de tolérance. Alors là, c'est le top. Là, on est au top de nous-mêmes. Hein. On bâtit une société de tolérance. Moi, je vous pose la question, qui rêve d'être toléré? Qui rêve d'être toléré? Et donc, moi, dans ma famille, on était une vingtaine d'enfants et on a été sauvés parce que nos parents ne se sont pas contentés de nous tolérer sous leur toit. C'est parce qu'ils ont été jusqu'à nous aimer. Il n'y a que l'amour qui sauve et il va falloir qu'on s'y mette. Alors, d'autres... Ça c'est de la vitamine, hein, quand même. D'autres questions? Oui. Entreprise et... Alors, c'est pour poursuivre en fait sur les questions sur entreprise et générosité. Oui. Puisque aujourd'hui, selon certaines études, notamment Gallup, pour 25 millions de salariés, on est à 90% de désengagés dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a une bonne idée, une bonne intention, il y a 3 personnes qui lui tombent dessus à bras raccourcis pour essayer de lui casser son idée. Et donc, c'est en fait... je crois que vous avez dit le mot essentiel, Madame Bedos, à savoir la peur, effectivement qu'il y a dans ces entreprises. Peut-être qu'il y a d'autres raisons. Donc c'est la question autour de effectivement pourquoi on a tant de mal à transmettre la générosité et la bienveillance dans les entreprises et comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait de plus développer cette générosité, cette bienveillance dans les entreprises pour éviter ce gâchis partagé aujourd'hui, puisque c'est un gâchis dans les entreprises pour l'entreprise elle-même s'il y a 90% de désengagés, mais également pour les employés qui tous les jours y vont à reculons et passent plus de temps à réfléchir à comment contourner le système ou comment... enfin bon, bref. C'est clair. L'entreprise, très bien, au cœur de l'entreprise, comment recréer cet esprit de générosité, désir de travailler ensemble et de partage. Deuxième question, vous êtes là? Oui, bonjour. Moi, tout ce que ces 3 jeunes femmes formidables qui nous racontent on vous tout voit ce qu'elles pas. font. Je suis là. Ah pardon. Merci. Alors, je vais me lever si vous voulez. Voilà. Pardon. Eh bien, moi, j'ai la chance, comme Patricia, d'avoir eu un grand-père, Marcel Dassault, qui était un homme à la fois généreux et à la fois visionnaire. Et en 1935, contre le patronat français, il a été le premier à donner des congés payés à ses ouvriers. Et j'ai un père aussi qui est généreux, mais justement, ce qui m'interpelle, c'est que la cause qu'il défend, c'est-à-dire les handicapés adultes, n'intéresse personne et n'intéresse même pas les parents qui confient ces enfants dont la durée de vie était très brève il y a 20 ans et qui aujourd'hui ont la chance ou la malchance de vivre très longtemps seuls et abandonnés. Et justement, pourquoi il y a des causes qui sont délaissées? Regardez ces migrants qui arrivent sur des bateaux, ces femmes, ces enfants qui n'ont rien, qui arrivent avec rien, rejetés par presque le monde entier, sauf l'espace Schengen. Pourquoi ces migrants ne sont pas aidés? Merci de votre témoignage aussi, de votre question. Dominique, je pense que vous êtes un peu au cœur des deux sujets, c'est-à-dire le mécénat d'entreprise et puis les causes. Quelles sont les causes? Pourquoi certaines causes émergent plus que d'autres? Alors, je pense que monsieur, il a plutôt parlé du fonctionnement de l'entreprise.
Moi, ce dont je peux témoigner, c'est qu'aujourd'hui, quand les entreprises font du mécénat, quasi systématiquement, elles essayent de le faire avec leurs salariés. C'est-à-dire quasi systématiquement, elles essayent d'intéresser leurs salariés à ce qu'elles font. Alors, le mécénat, par définition, dans une entreprise, il est en dehors de l'objet social de l'entreprise. Ou alors, on parle de responsabilité sociale et environnementale, mais il y a quand même une différence. D'un côté, c'est endogène, de l'autre côté, c'est des sujets qui ne sont pas les sujets de l'entreprise. Et ça a beaucoup évolué parce que au démarrage, le mécénat d'entreprise, c'était plutôt des entreprises c'était plutôt des choses prestigieuses. On s'occupait de culture, etc. Et il y a eu un virage, mais très rapide, à la fin des années 90, où les entreprises ont presque toutes approprié le mécénat pour discuter avec leurs salariés et pour faire un projet collectif. Donc, je pense que c'est pas ça ne règle pas les problèmes du fonctionnement de l'entreprise, mais on voit bien qu'il y a un indice de volonté quand même d'en faire un objet de cohésion. Peut-être pour répondre à Monsieur Dassault, il y a quand même pas mal de gens qui se préoccupent des questions du handicap. Il n'y en a jamais assez. Et puis peut-être que de temps en temps, il y a trop de discrimination parmi les handicaps, entre les personnes handicapées physiques, les personnes qui ont un handicap sensoriel, les personnes qui portent un handicap mental, et puis au bout encore loin, des gens qui sont handicapés psychiques et qui, eux, ont énormément de mal à trouver leur place dans la société parce que ni le travail, ni les loisirs, ni la vie leur sont ouverts. Alors, il y a des gens qui s'en préoccupent, il y a des mécènes qui s'en préoccupent. Nous avons au sein de la Fondation de France pas mal de mécènes qui se préoccupent des questions du handicap, et notamment nous recevons beaucoup d'argent, ce qu'on appelle affecté, c'est-à-dire que la Fondation de France, elle est capable de recevoir des dons sans fléchage, et puis elle est organisée aussi pour prendre des dons qui sont affectés à une cause et pour les consacrer à cette cause. Or, le handicap est une source de dons affectés. Oui. Alors, probablement et assez souvent, malheureusement, c'est des dons qui sont faits par des gens qui ont connu la situation de près. Voilà. Et ça, c'est très très vrai pour la maladie psychique, parce qu'il y a un tabou énorme sur le sujet. Et donc, même s'il y a une rationalité énorme, parce que nous venons de faire une étude sur ce sujet, il y a ne serait-ce que sur le plan des coûts que cela représente pour la société, une vraie raison d'essayer de faire face à ce problème. Mais le tabou est tel que la rationalité disparaît tout de suite. Donc, oui, c'est un problème qui est encore très cloisonné, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas financé, parce qu'il y a quand même des gens qui sont près du sujet et qui s'occupent de le financer. Mais c'est encore un lieu de cloisonnement. Alors après, il y a des progrès quand même, hein, et il y a des progrès notamment sur la prise en charge des enfants dans le système scolaire. Il y a quand même, c'est pas parfait du tout, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où on a mis des auxiliaires de vie dans les écoles pour éviter, parce que ça se fait pas tout seul qu'un enfant handicapé aille à l'école, et comme il est différent, il risque d'être malmené par ses camarades et tout, donc il faut un support, il faut un accompagnement, et il y a aujourd'hui en principe des obligations de faire cet accompagnement. Frédéric, vous vouliez réagir? Oui, je veux bien réagir parce qu'effectivement, il y a quand même des causes qui restent tabous. Et c'est là encore comment on va pouvoir traiter de ces sujets tabous dans un grand débat grand public, faire en sorte que le grand public puisse s'emparer de cela, parce que derrière le tabou, souvent il y a aussi la peur, encore une fois, qui est sous-jacente. Et sur le handicap mental, évidemment qu'il y a beaucoup de peur, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ignorance, et en plus, voilà, ça date pas d'hier, hein. Encore une fois, on les mettait dans les placards, on les mettait dans des asiles, et tout ça n'a pas disparu, hein, quand je vous parle de ça. Il se trouve que j'ai fait donc ce film sur Jean Vanier, et donc j'ai pu d'autant plus vraiment pénétrer le sujet. Donc, et ce qui est très intéressant quand on a fait le film, c'est vrai que c'est pas évident de faire venir le grand public, parce que j'espère pouvoir sortir mon film en salle, hein, je suis en train de me battre pour ça, et donc c'est pas évident de faire venir le grand public pour voir un film où on va voir des handicapés mentaux, parce que plein de gens ils se disent voilà, c'est angoissant, ça va pas être gai, je vais culpabiliser, patati patater. Enfin, et en fait le film c'est tout sauf ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous riez, ça vous déculpabilise, parce que ça vous montre une autre vision du monde. Nous sommes dans un monde qui nous met une telle pression, où on doit être performant, compétitif, toujours au top de nous-mêmes, on est d'accord ? Et puis là, d'un coup, vous découvrez ce monde, parce que derrière le vocable handicap mental, il y a
tout un éventail de réalités différentes. C'est pas du tout pareil, tel handicap mental, que la trisomie, que ceci, que cela. C'est à chaque fois tout un univers et aussi une poésie, une fantaisie. Parce qu'ils sont très fantaisistes. Et en même temps, ils nous ressemblent. Et donc, là encore, il y a un effet miroir très fort, sauf que eux nous montrent qu'on a le droit d'être un peu fou. Dans un monde où tout est tellement sérieux, tout est tellement grave, où on peut rigoler de rien. Et bien là, eux, ils arrivent avec cette fantaisie-là, si tant est qu'on leur laisse l'espace pour le vivre. Or, d'un coup, eh bien, ça vient résonner en nous, parce que cette folie-là, elle nous habite aussi. Et donc, il y a vraiment toute une chape de plomb qui s'en va. Et c'est vrai que dans un monde où on doit être, entre guillemets, des bons consommateurs et des bons producteurs, donc amener notre pierre à l'édifice du monde économique, etc., à quoi sert une personne handicapée mentale? À quoi elle sert? Et puis là, d'un coup, on se rend compte, elle nous humanise. Elle nous humanise et c'est fantastique. Et donc, encore une fois, on ressort avec quelque chose qui est de l'ordre de la prise de conscience. On est décilé et la peur nous a quittés et ça va bien mieux. Une autre question? Là. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Oui, pardon. Je voulais revenir sur l'entreprise parce que ça vous aura peut-être pas échappé, mais il y a aujourd'hui en ce moment une émergence de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat solidaire, c'est-à-dire que les entrepreneurs qui aujourd'hui sont de la génération, on va dire des trentenaires ou peut-être même un peu moins, c'est souvent des start-upers aussi, ont inclus directement dans l'objet social de leur entreprise cette dimension solidaire, généreuse, humaine, et même on en va même jusqu'à révolutionner la notion même de charité et je vous invite à lire et à vous renseigner sur une femme formidable qui s'appelle Laila Jana, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Give Work, où elle dit que maintenant c'est irrecevable de continuer à donner des objets ou de l'argent aux gens et qu'il fallait mieux leur donner un travail. Voilà, on revient à la canne à pêche de Confucius. Voilà, c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui la génération qui commence à prendre les choses en main a intégré complètement, donc peut-être que c'est toutes nos transmissions éparses et désorganisées qui ont fini par trouver un chemin plus structuré. Voilà, aujourd'hui, ça fait partie. Aujourd'hui, les grandes entreprises, monsieur, je ne sais pas quelle était votre étude, mais je me méfie toujours un peu des études. Les questions sont souvent parfois fermées. Enfin voilà. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que les entreprises, quand bien même elles ne le souhaiteraient pas, et je leur laisse le bénéfice du doute, n'oublions pas, ce sont des hommes et des femmes, les employés d'une entreprise. Elles cherchent le sens pour attirer les meilleurs élèves des grandes entreprises, des grandes écoles. Elles cherchent la transparence pour ne pas s'attirer les foudres des agences de notation. Il y a des ONG dont c'est le métier, Transparency, Human Rights Watch. Enfin, voilà, il y a toute une structure aujourd'hui d'attention et de nécessité de transparence qui, je crois, pousse les entreprises, quand bien même elles ne l'auraient pas en elles-mêmes, à faire de grands pas de ce côté-là. Donc, il y a vraiment de quoi être tout à fait rassuré et optimiste, je pense. Je voudrais rajouter que vous pouvez aussi aller voir un MOOC qui s'appelle Ces partenariats qui changent le monde, qui parle justement des relations entre ces entreprises sociales et les entreprises tout court. L'ESSEC aussi est très active sur le sujet. Un cycle de formation sur l'entrepreneuriat social. Alors, par là, pardon. Excusez-moi. J'ai une question pour vous, Madame Ricard. Vous parliez de votre grand-père qui avait gardé ses employés pendant de nombreuses années. 11 ans à peu près, 11-12 ans. Alors ça m'intrigue aujourd'hui, je sais pas, c'est peut-être pas le cas des autres personnes. Je vis dans des entreprises où il y a un gros turnover, où on prend des gens plus jeunes qui sont plus performants. Comment on fait de la générosité un moteur de puissance dans une entreprise? Quels sont les arguments quand on est salarié, quand on voit son entreprise qui va dans une direction qu'on ne partage pas? Comment? Qu'on ne partage pas, effectivement. C'est compliqué de lutter contre ça. Je vous engagerai peut-être à aller voir ce qu'on appelle les entreprises libérées. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que lorsqu'on manage avec les équipes, avec les êtres humains, ces entreprises ont beaucoup moins de problèmes. Après, je vous renvoie aussi peut-être à une réalité réglementaire, c'est-à-dire ce que mon grand-père a fait pendant la guerre, aujourd'hui, il n'aurait pas pu.
Il n'aurait pas pu. Voilà. Ce qu'a fait mon grand-père, aujourd'hui, on appelle ça le paternalisme. Hein. Il y en a qui trouvent ça dégueulasse. Moi, je trouve que c'est comme le camembert. Ça pue, mais c'est délicieux. Donc, voilà. Donc, je crois qu'à un moment, il faut savoir aussi, on s'est tellement, par peur, on s'est tellement barricadé contre l'horrible patron, contre les gentils syndicats nous ont tellement protégés. Voilà, on a tellement protégé tout le monde qu'aujourd'hui, on est tous coincés dans une situation inextricable. Donc, je pense que c'est tout simplement en revenant à du bon sens, du lien humain, et les entreprises qui partagent le management, qui collaborent au sens premier du terme, ont beaucoup moins de problèmes que les autres. Voilà. Donc ça renvoie peut-être aussi aux écoles de management, ça renvoie tout simplement au bon sens et à l'humilité, je crois. Oui, donc j'ai une question pour Frédéric Bedos. Aujourd'hui, comment vous touchez votre public, justement? Comment vous accommodez des filtres des médias qui sont très souvent une longue suite de faits divers aujourd'hui? C'est-à-dire, et est-ce qu'il y a d'autres canaux pour toucher votre public? Comment est-ce qu'on peut voir vos films aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut aller les voir? Frédéric, peut-être on va prendre une ou deux questions, comme ça chacun répond, parce que je vois le temps avance et il y a d'autres mains levées pour que ça soit le plus équitable possible. Une et puis deux, et voilà. Donc la manière de toucher le public, et puis... Du coup, ça se rejoint un petit peu. Déjà, merci pour vos messages. On constate qu'il y a au moins 3 personnes qui ont une certaine influence, qui pensent des choses très positives et très motivantes. Moi aujourd'hui, en tant que futur, j'espère pouvoir transmettre quelque chose en premier lieu à mes enfants concernant la générosité. Aujourd'hui, je pense que pour arriver à créer un monde un petit peu meilleur, ou tout du moins différent, dans lequel la générosité serait foncièrement intégrée, on doit aujourd'hui aller tacler le problème à sa racine, c'est-à-dire à l'éducation de nos enfants, parce que c'est eux qui feront le monde de demain, c'est pas nous. Alors quel est aujourd'hui le message que vous voudriez faire passer à, pour moi, 2 éléments qui participent pleinement à l'éducation d'un enfant, hormis à l'éducation de ses parents, c'est-à-dire aux médias de masse et à l'éducation nationale? Très clair. Ok, et troisième question. Donc les enfants, la manière de toucher les publics, la transmission auprès des enfants. Juste un témoignage pour rebondir sur ce que vous disiez, Patricia Ricard. Oui, il y a des entreprises effectivement qui se comportent autrement. Vous avez évoqué l'entreprise libérée. Je voudrais partager avec vous tous des outils qui existent. Great Place to Work, Happy at Work, Our Company, qui est tout simplement une application. J'ai absolument aucun pourcentage ni chez les uns ni chez les autres. Mais ce dont je peux témoigner, c'est qu'à l'heure actuelle, maintenant, dans le recrutement, les choses sont en train de s'inverser. On n'est plus en train de regarder les CV, on regarde les valeurs, et les candidats ne demandent pas quel poste je vais occuper, demandent quelles sont les valeurs de l'entreprise. Vous faites quoi en matière de RSE? Donc si vous cherchez du boulot, regardez dans ce sens. Il y a des choses à faire et on est en train de renverser la vapeur. Je voulais témoigner. Merci pour ce témoignage. La fabrique Spinoza aussi travaille beaucoup sur ces sujets. Alors, les 2 questions. Du coup, comment est-ce que vous touchez votre public? Oui, alors effectivement, moi quand j'ai commencé l'aventure, j'avais pas d'argent, pas d'équipe, pas de matos. J'avais quitté le monde des médias pour faire cette ONG parce que d'un coup c'était le puzzle de ma vie. J'allais mettre mes compétences professionnelles au service des valeurs qui m'ont sauvée. Donc j'ai commencé avec un bénévole, une caméra empruntée. Et donc c'est vrai que les premiers films étaient un peu pauvres techniquement, alors que je visais de pouvoir faire en sorte que mes films soient diffusés dans les chaînes de télé du monde entier. Parce que la télé reste quand même la plus grosse audience et qu'en plus, bien entendu, après ça passe en replay, ça passe sur Internet, etc. C'est une chaîne. Et donc il a fallu commencer d'abord comme un pure player, ce qui fait que sur le site, vous avez pas mal de films qui sont en ligne et qui sont tout à fait accessibles et que vous pouvez partager, etc. Et puis peu à peu, eh bien, ça a fait boule de neige et donc on a fait des films toujours de meilleure qualité et donc aujourd'hui, effectivement, nos films sont distribués sur les chaînes du monde entier. Ce qui fait qu'on touche donc des dizaines de millions de gens. Le fameux film des femmes et des hommes a déjà été vu par 35 millions de gens dans le monde. Et donc du coup, peu à peu, on organise les choses pour qu'on puisse diffuser toujours plus largement. Là, Jean Vanier, si on le sort en salle, sera notre premier film qui sortira en salle avant de passer, encore une fois, dans les chaînes de télé et puis sur Internet.
Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, donc c'est essayer de trouver le moyen de faire en sorte aussi d'avoir une influence sur les médias pour que peu à peu, ils fassent autre chose que juste de la violence. Vous savez qu'une étude américaine, c'était il y a 5 ans déjà, et je n'ai pas les nouveaux chiffres, et je sais que c'était en croissance exponentielle. À l'époque, cette étude stipulait qu'un adolescent, quand il arrivait à l'âge de 17 ans, il avait déjà vu en moyenne 18 000 meurtres. Ça compte pas les viols ni les agressions, etc. Ça vous donne une toute petite idée. Dedans, on rajoute pas les jeux vidéo dans lesquels certains grands jeux vidéo très très populaires, une des manières de récompenser quand vous avez gagné, c'est de violer l'adversaire. Je veux dire, on est dans une société schizophrène qui prône la paix et qui nous fait baigner que dans la guerre, dans tout ce qui est la violence et la façon de faire la guerre. D'ailleurs, on n'apprend jamais à faire la paix, on apprend au service militaire, tout ça, mais on n'apprend jamais à faire la paix. Par exemple, dans les écoles, on pourrait apprendre la communication non violente, toutes ces choses. Donc, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'avec le projet Imagine, il y a d'un côté les films qui doivent donner envie d'agir, et donc ils favorisent l'émergence d'un grand mouvement d'action au service d'un monde plus juste et durable. Ce mouvement est en train d'émerger maintenant que nous sommes diffusés un peu partout, et ce mouvement s'incarne dans l'action individuelle des hommes et des femmes qui vont se lever de façon isolée, mais aussi dans l'action collective. Et donc nous avons des programmes dans les écoles, dans les prisons, dans les villes et dans les entreprises. À chaque fois, travailler pour faire en sorte qu'on ne tombe pas sur un film par hasard, mais que tout au long de l'année, on puisse baigner dans cette atmosphère d'espérance, dans cette inspiration et cette nourriture qui nous donne vraiment envie de se lever, et être accompagnés pour peu à peu se mettre en route dans un projet solidaire. Donc dans les écoles, eh bien, vers la fin de l'année, ils vont commencer à mettre en place un projet solidaire en collectif et donc goûter à cette joie de donner, de partager, de se sentir utile. Ce qui est d'autant plus un enjeu civilisationnel parce que nous avons toute une jeunesse perdue, toute une jeunesse sacrifiée qui bien évidemment est habitée d'un idéal, c'est bien le propre de la jeunesse, mais cet idéal est bafoué par une société qui leur dit en gros, il n'y a que le chômage qui vous attend demain, hein. Je vous la fais courte, et du coup vous avez des jeunes qui vont aller jusqu'à se radicaliser pour pouvoir nourrir cet idéal, pour pouvoir se sentir utile. Donc tout au long de l'année, avec ces programmes École Imagine, eh bien on leur dit quoi? On leur dit encore une fois, le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Et en fait, ils comprennent très vite. Et quand ils voient ces portraits de héros, eh bien je peux vous dire que devenir eux-mêmes un jour un héros de la solidarité, du partage, de la générosité, ça les botte. Ils ont vachement envie d'y aller. Et ça, c'est quand même super enthousiasmant. Donc voilà un petit peu comment on peut voir nos films et puis comment on agit toujours plus près sur le terrain pour faire en sorte qu'effectivement, les gens, où qu'ils soient dans leur entreprise, qu'ils soient à l'école, qu'ils soient dans les prisons, et là on travaille avec la protection judiciaire de la jeunesse auprès des jeunes délinquants, des jeunes radicalisés. Donc voilà, où qu'on soit, comment on va pouvoir s'offrir un avenir meilleur dans lequel on a un rôle précieux à jouer. C'est ça l'enjeu. Hein. Merci. Frédérique, présidente. Vous voulez réagir Oui, aussi. moi je voudrais répondre à cette question de l'éducation, monsieur, parce que je crois qu'il est essentiel d'être dans la joie, d'être enthousiaste et heureux quand vous êtes dans l'acte généreux, parce que vous savez, les enfants s'éduquent surtout quand on ne fait pas attention à eux, parce qu'eux font tout le temps attention à vous. Et en fait, un enfant, avant d'être rationnel, avant de raisonner, il va ressentir. Il va ressentir quand maman est triste, quand maman est contente, quand papa est heureux, voilà. Donc si déjà vous laissez rentrer l'enthousiasme, la bonne humeur, la joie tout simplement, et que vous l'exprimez lorsque vous faites des actes généreux, je pense que l'enfant va se dire tiens, ça c'est un endroit sympa. Voilà, donc c'est idiot, mais ça. Et je voudrais juste revenir sur le jeu. Regardez, enfin si vous pouvez aller en ligne, j'imagine que c'est en ligne tout ce qui se passe ici. Écoutez ce qu'Idriss Aberkane disait sur le jeu hier. Donc on revient à l'idée que la nature nous apprend beaucoup de choses. Dans la nature, le jeu est fondateur. C'est-à-dire que quand on voit des petits lionceaux, ils ne jouent pas. Ils apprennent à chasser, à se reproduire, à se battre, voilà. Et en fait, si vous regardez ce que 5 générations de Monopoly ont créé comme monde, vous dites tiens, ça serait bien. On continue à vendre le Monopoly. Hein, donc, moi, je me souviens d'une femme formidable qui a lancé un jeu il y a une dizaine d'années qui s'appelait Menace sur Terre. Et c'était un jeu où il fallait sauver la planète en se privant de confort. Hein, donc une demi-heure de télé, un machin comme ça. Et c'était surtout un jeu où le gagnant était celui qui avait empêché les autres de perdre. Voilà, je vous dis à quoi serviront 5 générations qui auront joué à ça. Voilà. Eh bien, on va terminer sur cette invitation à être